La tendance sur le marché des principaux produits miniers entre hausse et baisse de la République démocratique du Congo, où pendant cette période notre monnaie congolaise s'est dépréciée face à la monnaie étrangère. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Débrief Éco, votre émission purement économique qui va devoir analyser cette question économique, bien sûr. Sur ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision, nous recevons un analyste aux questions économiques. Avec lui, il sera bien évidemment d'analyser ces thématiques liées à la dépréciation du franc congolais. Est-ce une menace pour le secteur minier? Pour analyser ce thème, nous recevons pour vous Florent Moucha. Bonjour, Monsieur Florent. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Nous nous portons bien. C'est un honneur de nous retrouver sur votre plateau aujourd'hui et salutations cordiales à tous les spectateurs ou téléspectateurs de la chaîne Arc-en-Ciel. Parfait. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste économiste et bien sûr aussi consultant de la société civile. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Parfait. Et si nous jetons déjà un saut par rapport au tableau de la tendance minière, selon la Commission nationale mercuriale, le cuivre, le cobalt s'agitent un peu leur prix au cours de cette semaine. Est-ce que cela s'explique par rapport à la dépréciation de notre franc congolais ou soit cela est lié à raison de l'accélération de la demande, M. Florent, comme déjà le tableau l'indique? Oui, les deux produits phares miniers de la RDC connaissent quand même une certaine stabilité, durant même l'année 2022. Et cette année encore davantage, cette stabilisation au niveau du marché international, tant au niveau de la demande qu'au niveau de l'offre, nous pousse à dire que le secteur minier, dans son dynamisme, échappe un peu à la grande ambiance économique de dépression qui touche presque tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, particulièrement, le dollar est touché, c'est déprécié. Vous avez déjà entendu parler de l'initiative des pays regroupés au nom des BRICS pour sortir de la zone dollar, oui. Ce qui, au niveau international, perturbe beaucoup de choses. Il faut reconnaître que sur le plan de l'économie internationale, tous les pays du monde connaissent encore le soubresaut de la crise Covid-19 que nous avons connue. Ça revient encore. Qui n'a pas encore terminé tous ses effets après-crise. Donc tous les effets après-crise, c'est continuer encore à se faire sentir. C'est l'inflation générale de tous les produits et des matières premières, principalement alimentaires. C'est les ralentissements au niveau du transport. C'est les perturbations au niveau des ports de transit ou de ports de départ de certains produits. Et dernièrement, nous avons connu des problèmes au niveau du port de Cape Town, le port principal où sortent pratiquement tous les cobaltes extraits au niveau de la RDC, et qui a fait que pratiquement ça a perturbé un peu le rythme de la demande, et qui fait que le cobalt a connu quand même une certaine hausse. Mais du point de vue général, le cobalt et le cuivre connaissent une certaine stabilité. Tout autour, pour le cuivre, ça tourne autour de 8 000 et pour le cobalt, ça tourne autour de 30 000 $ la tonne. Le cuivre, 8 941 $ la tonne. Oui. Et donc, pour cette semaine, le cobalt a quand même connu sa stabilité. Et comme vous le voyez déjà le tableau, le cobalt revient à 32 732 $ contre 32 735 $ la tonne. Monsieur Florent, ne voyez-vous pas que ça agite encore? Est-ce que cela ne revient pas encore? Je reviens à ma question, à ma première question. Est-ce que la dépréciation du franc congolais, c'est pas cette menace, n'est pas constituée une menace pour la vente de notre minerai? Oui, c'est un grand apport. Oui. La vente de nos minéraux n'est pas liée à la condition ou à la situation économique interne de la RDC. Parce que j'ai commencé par fixer sur le
de considération générale de l'économie internationale, où nous sommes en dépréciation par rapport au dollar. Il y a certains grands pays du monde qui contrôlent plus de 40% de l'économie mondiale qui se regroupent pour sortir du dollar. Et c'est ce qui fait que pratiquement le dollar, comme notre monnaie de référence, et nous, quand le dollar baisse sur le plan international, nous en subissons les coûts. Et il y a, conjugué à cela, aux effets d'entraînement qu'ont généré la crise de Covid-19 avec les ralentissements économiques, ces deux effets conjugués font que pratiquement l'inflation... Pardon? Covid-19 est lié aussi à ça? Oui, à l'époque de Covid, toutes les économies étaient fermées. La reprise 2020-2021, nous sommes en 2023 aujourd'hui, 2022, on peut considérer que c'est la période d'une reprise certaine. Et 2023, c'est une certaine stabilité, une certaine réconfiguration économique liée aux effets de la crise. Et c'est ce qui fait que pratiquement tous ces effets combinés et le positionnement du dollar par rapport aux autres monnaies et à sa dépréciation fait que pratiquement nous en subissons les coûts. L'inflation mondiale de tous les produits de matières premières, les ralentissements des transports, les difficultés d'approvisionnement que nous connaissons. Et tout le monde connaît que notre économie, c'est une économie extravertie. Nous consommons ce que nous ne produisons pas et produisons ce que nous ne consommons pas. Quoi que nous produisons les cuivres et le cobalt, ceux qui consomment les cuivres et le cobalt, c'est le marché international et principalement les pays industrialisés. Et aujourd'hui, à 80%, c'est la Chine qui prend tous nos produits miniers phares, dont le cuivre et le cobalt. Donc, à ce niveau-là, c'est ce qui pèse sur l'économie. Les effets positifs, ça pouvait être pire que ce que nous suivons, parce que quand même, quelque part, le secteur minier de la RDC, principalement les cuivres et le cobalt, ont très bien réagi. Très bien réagi par rapport au fait qu'ils ont développé quand même des mécanismes assez de résilience. Très bien réagi ici de résilience, donc d'adaptation par rapport à la crise, et qui ont fait que pratiquement, durant cette période, nous sommes partis de presque 1 million de tonnes de cuivre exportés à 2 millions de tonnes pratiquement 2 millions de tonnes en 2022. Donc, c'est bon. Le secteur minier, cuivre et cobalt ont grandement soutenu notre économie et ça pouvait être plus pire que ça. Et aujourd'hui, si nous souffrons, vous êtes témoin, le taux d'échange parfois galope 250, 240, voire même 243. À l'époque, à son temps, c'était même à 257, M. Florent Mouchia. Ne voyez-vous pas que c'est un problème? Nous ne voyons pas l'apport même de minerais. On ne le ressent pas. Il y a un jour, un des anciens premiers ministres disait aujourd'hui, vous allez sentir qu'on mange la stabilité macroéconomique. Au fait, le phénomène d'inflation est lié au phénomène, au cadre macroéconomique de notre pays, qui fait que pratiquement, au niveau de ce cadre, il y a un déséquilibre. Déséquilibre lié au fait, par exemple, qu'on ait recours beaucoup plus à la politique monétaire, c'est-à-dire la planche à billets, qui fait que pratiquement le gouvernement s'est retrouvé en déficit, fait tourner la planche à billets pour renflouer l'économie en général. C'est qui accroît l'offre de monnaie congolaise en RDC, et dans la masse monétaire du franc congolais augmente par rapport à l'apport général des devises, et ce déséquilibre entraîne généralement la dépréciation de la monnaie nationale. Nous avons de l'autre côté le fait que, bien sûr, par les dispositions de la loi minière de 2018, tout le secteur minier est appelé à rapatrier dans le circuit économique national plus de 60% de ses recettes. Mais il y a une loi économique. Je ne peux subir un coût, je ne peux rapatrier l'argent vers la RDC que en fonction de mes besoins économiques financés ou dont cet argent est nécessaire au pays. Jusqu'à présent, des évaluations passées, le secteur minier proclame que pour les besoins nationaux de mon fonctionnement, de la fiscalité, parafiscalité, tout ce qui est achat local, ça tourne autour de 30% du chiffre d'affaires. Donc, je ne peux rapatrier que
pas au-delà de 30% ou 40%. 40%, c'était la loi passée. Aujourd'hui, on a révolutionné que l'argent soit logé, l'argent du secteur minier soit logé dans le circuit bancaire national. Mais il y a une disposition aussi du code minier qui autorise que toutes les entreprises minières aient leur compte bancaire principal à l'extérieur du circuit bancaire. Du code minier de 2018 ? De 2018, oui. Évidemment. Que toutes les entreprises minières aient leur compte principal bancaire en dehors du circuit bancaire national. Parfait. Donc, nous vivons ces incohérences qui font que pratiquement, si nous considérons que nous avons exporté plus de 2 millions de tonnes de cuivre cathode et plus de 100 000 tonnes de cuivre cobalt, nous pouvons évaluer le chiffre d'affaires généré autour de 20 milliards de dollars. Et nous considérons qu'au 15% de ces montants va vers la fiscalité, donc c'est autour de 3,5 milliards. Si 3,5 milliards sont rapatriés, et si nous rapatrions 40%, voire 60% aujourd'hui comme obligation, ce qui signifie que le secteur minier devait rapatrier au pays plus de 12 milliards. 12 milliards, c'est presque les doubles des recettes nationales au niveau du gouvernement national. Donc, vous sentez que nous avons un secteur minier très puissant, et plus puissant que le gouvernement national. Vous êtes pour de rapatriement en 40% de la vente de nos minerais, ce qui a été dit à la réunion précédente. Quelle est votre appréciation? La loi d'échange de notre pays oblige à tout exportateur de droits congolais de rapatrier tout ce qu'il génère comme monnaie étrangère dans les circuits nationaux. C'est une exception au secteur des mines, au regard de leurs caractéristiques. On les a autorisés dans la première phase, c'est-à-dire la loi de 2002 jusqu'en 2018, de rapatrier plus ou moins 40%. Aujourd'hui, on considère que cette phase de remboursement, de l'investissement, des engagements financiers qu'ils avaient par rapport au circuit financier international ont presque tous diminué. C'était fait. L'obligation est faite à ces entreprises de rapatrier 60%, voire 100% de leurs revenus générés dans le circuit bancaire national. C'est ce qui donne du poids à la balance commerciale du pays. Parfait. Plus vous rapatriez, plus le secteur bancaire devient fort, plus vous renforcez le circuit financier national. Mais malheureusement, le contenu local de ce secteur de mine est très faible. Très faible dans le sens que on considère qu'à ce jour, quasiment 80% des besoins du secteur minier pour son fonctionnement viennent de l'extérieur. Ce qui signifie que nous devons garder davantage d'argent. Faisons un effort pour que demain nous ayons un secteur minier à grand contenu local, c'est-à-dire tous les intrants soient achetés au niveau de l'industrie locale, les transports soient payés par les compagnies nationales, que les autres éléments liés au fonctionnement, à la vitalité du secteur de mines, soient générés par les activités économiques nationales. Mais malheureusement, à ce jour, nous sommes encore très faibles. Et donc là, vous embrassez l'idée selon laquelle la création même de l'inspection générale de mines, qui pourrait peut-être avoir son pesant d'or pendant cette période? Non, il ne faut pas confondre les histoires. L'inspection générale des mines n'existe que pour contrôler la nature des gisements qu'on exploite, leur niveau d'évolution, la nature des minéraux qu'on exploite, les techniques de traitement. C'est là où se trouve le travail de l'inspection générale des finances. S'il faut contrôler les exportations, nous avons le ministère de l'économie qui contrôle les exportations, du commerce extérieur qui contrôle les exportations, et de ce fait, voir la Banque centrale. Ce sont les institutions spécialisées qui peuvent aujourd'hui nous donner un avis technique, une inspection économique valable par rapport aux activités commerciales du secteur de mines. Mais aux activités productives du secteur de mines, c'est là où nous pouvons invoquer l'inspection générale des finances dans le contrôle de l'exploitation de nos différents gisements. Quoique nos gisements sont des droits privés, n'oubliez pas que l'État a le devoir de réguler l'exploitation.
Il ne faut pas exploiter aujourd'hui pour que demain, nous n'ayons plus rien. C'est ça le sens profond et le bien fondé de l'inspection générale des finances. C'est de voir qu'au rythme auquel nos gisements miniers sont exploités, nous serons peut-être dépourvus de mines de cuivre et de cobalt dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réguler peut-être les différentes techniques d'extraction, il faut réguler peut-être les quantités d'extraits et tout le reste. Ça, c'est ça le travail du ministère de l'Inspection générale des mines qui est envisagé aujourd'hui, mais qui a toujours existé en tant que service. Maintenant, on veut le rendre en tant que département du ministère national des mines. Parfait. Alors, M. Florent, si nous restons toujours sur ce même chapitre, cette fois-ci, nous allons parler un peu de bénéfices. Au niveau de la population, il y a UTIE, Initiative de transparence dans les industries extractives. Dans les industries extractives, merci, publie chaque année le rapport pour quand même alerter notre pays à ce qui concerne le pourcentage, parfois 15% au niveau de la population, 25%. Alors, est-ce que la population congolaise est bénéficiaire de notre minerai, d'après le travail fait par UTIE? Les données nous relevées par l'UTIE nous permettent d'avoir une meilleure photographie de ce qu'est l'économie minière dans notre pays. Dans sa fiscalité, dans sa parafiscalité, dans ses dépenses sociales, dans ses engagements environnementaux. Ça, c'est vraiment une photographie qu'on nous donne. De la lecture de tous les rapports publiés à ce jour par l'Initiative sur la transparence dans les industries extractives, il nous relève plusieurs choses. Par exemple, je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que notre contenu local, c'est-à-dire notre capacité de notre économie à absorber les activités minières connexes pour être réellement dans la phase de dynamisme de l'activité minière réelle, est très faible. Comment ça? Très faible dans le sens que pratiquement 80%, voire même plus de 80%, des besoins des activités minières sont pourvus par des entreprises de droit étranger. On peut voir les transports. Mettez-vous sur la route, comptez le nombre de camions immatriculés RDC qui transportent les produits miniers, qui transportent les intrants miniers. C'est une illustration. Ça, c'est ça, même, le fait de voir que nous, Congolais, nous devons apprendre à nous approprier notre économie. Par le fait que nous ne pouvons pas, à 20 ans aujourd'hui, plus de 20 ans, que le code minier existe, que la libéralisation du secteur de minier existe, que nous n'ayons pas des grands acteurs économiques congolais nés de cette activité. Il ne fallait pas attendre la loi sur la sous-traitance obligatoire aux entreprises à capitaux majoritaires congolais. Il ne fallait pas attendre cette loi. Mais c'est une prise de conscience que cette richesse qui est sous nos sols est d'abord une propriété des Congolais. Elle doit être gérée par les Congolais. Et si aujourd'hui nous acceptons que les circonstances nous appellent afin que nous puissions faire appel aux opérateurs économiques étrangers, cela ne nous soustrait pas à notre responsabilité. C'est ça le bien fondé du contenu local. Le fait aussi, nous avons des pays qui ont quasiment réussi à renverser cette situation. Vous avez les Nigériens. Aujourd'hui, on parle de milliardaires nigériens, on parle des grands producteurs pétroliers nigériens. C'est par quel miracle? Par quel miracle? C'est pas le miracle du fait que le peuple nigérien a... que le Nigeria a. L'expertise, nous pouvons l'avoir. La compétence, nous pouvons l'avoir. Mais 90%, ou voire même 99% de tout ce qui s'est fait comme activité minière dans notre pays est fait par les Congolais. C'est-à-dire l'expertise est là. Mais pourquoi nous n'en contrôlons pas? Pourquoi nous n'en contrôlons pas? Ce qui signifie qu'il y a quelque part un handicap dans le mental ou dans comment dirais-je, l'intellect collectif de nous Congolais qui n'est pas là. On appelle ça ce qu'on appelle, je me suis inspiré d'un livre là, où on appelle la capacité. La capacité à maîtriser son univers. C'est un problème. Nous avons ces problèmes-là de maîtriser notre univers. Le Congolais vit chez lui,
mais c'est sans étranger. Tu peux comprendre ça. C'est psychologique. Mais ça a des répercussions économiques graves. C'est ce qui fait que 100 ans aujourd'hui de l'exploitation minière dans notre pays, qu'il n'y ait pas des opérateurs miniers congolais dignes qui peuvent se mettre sur le plan international. Mais nous vivons, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, nous mourons sur un sol contenant des minéraux et ces minéraux sont convoités à travers le monde. Qu'est-ce qui manque? Pour moi seulement, c'est ça. C'est la capacité, la capacité au Congolais de maîtriser son univers. C'est aujourd'hui parce qu'il y a ceux qui sont peut-être développés en ça, notamment il y a la Chine, il y a le président Félix Tshisekedi a pris même accord avec les Émirats arabes unis pour ce partenariat-là. C'est pour quand même aider notre pays à pouvoir se réveiller de cette sommeil. Mais vous voyez que déjà c'est quand même... Vous citez la Chine, qui est quasiment notre bailleur de fonds financiers du secteur des mines aujourd'hui. À plus de 80%, les finances, à plus de 80%, les capitaux injectés dans le secteur des mines viennent des opérateurs miniers chinois. Vous avez, sur le plan commercial, plus de 80% de tout ce que nous exportons en cuivre et en cobalt va en Chine pour la raffinerie, pour les autres traitements, les transformations et tout le reste qu'entraîne le produit minier. Il y a quelques années, la Chine était plus bas que nous. Parfait. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la Chine soit aujourd'hui un grand acteur économique mondial? C'est par rapport? C'est par rapport au fait qu'ils se sont donné un modèle économique. Ce modèle économique fait que pratiquement, ils se sont dit, nous sommes l'atelier du monde et que tout ce que vous rejetez chez vous, venez, nous allons le produire et nous en subirons les conséquences environnementales, les conséquences ici, machin. Ils ont suffisamment, ils se sont disciplinés, ils ont accumulé des capitaux et aujourd'hui ces capitaux servent l'économie mondiale, les capitaux servent tout le circuit économique international. Donc, c'est un positionnement. C'est un positionnement que un positionnement psychologique, un positionnement politique, un positionnement économique qui se sont donnés et aujourd'hui, ils en bénéficient. Ils contrôlent le monde. On peut tout dire. La Chine, aujourd'hui, finance les États-Unis. La Chine, aujourd'hui, finance l'Europe. La Chine, aujourd'hui, c'est l'industrie du monde. C'est l'atelier du monde. Voilà l'exemple qui nous doit nous inspirer, nous. Quel est notre positionnement politique? Quel est notre positionnement économique? Quel est notre positionnement de nos richesses par rapport à ce que le monde veut de nous? Aujourd'hui, nous sommes en pleine transition énergétique, où certains minéraux qui étaient hier presque négligés, avec sortir des moteurs à combustion vers les moteurs électriques. Ouais. Il y a les cuivres, il y a le cobalt, il y a le lithium, il y a le nickel, il y a 6 ou combien de minéraux que nous avons en grande abondance dans nos sous-sols, qui sont aujourd'hui les plus recherchés, les plus valorisés à travers l'économie internationale. C'est une opportunité pour nous. Quel est notre positionnement par rapport à cette opportunité? On a créé dernièrement par décret, ou je ne sais pas, le Centre national de batteries. On dit que l'énergie solaire, la transition énergétique passe par la production de batteries. Oui. Mais nous n'en sommes pas encore à la technologie pouvant nous permettre de produire. Le cuivre qui sort doit subir des transformations pour être mis dans le moteur électrique. Le cobalt qui sort doit subir la raffinerie, des transformations, une technologie qui peut permettre à ce que nous ayons des éléments à même d'être contenus et rassemblés pour faire une batterie. Parfait. Donc, cette technologie, nous ne l'avons pas encore. Merci beaucoup, M. Florent. Peut-être pour finir, puisque vous parlez aussi des difficultés liées qui sont rencontrées par notre pays, alors peut-être que faire pour qu'aujourd'hui notre pays se réveille du sommeil? Que faire, M. Florent? Que notre système scolaire, qui nous dote pas seulement des compétences, qui nous dote de la capacité à maîtriser notre univers. Ce qui nous manque. Notre univers, c'est notre milieu. Notre univers, c'est notre rue. Notre univers, c'est notre quartier, notre commune, notre province, notre pays. C'est ce qui nous manque. On a l'impression que nous naviguons à vide.
C'est comme si nous étions à l'air. Par le fait que notre système scolaire, quand vous suivez tout le programme, nous tourne vers l'extérieur, n'oubliant que l'enseignement que nous avons, c'est pour maîtriser le milieu ici. Parfait. Vous avez des intellectuels qui ont fait des grandes études environnementales, mais quand vous êtes sur les rues, vous voyez des déchets à tous les niveaux. Mais que peut faire un Congolais pour maîtriser? C'est de faire en sorte que si je commence par ma rue, à la nettoyer, à appeler tous les habitants à nettoyer cette rue, le deuxième le fera, le troisième le fera, et toute notre ville sera propre. N'attendons pas que la solution miracle vienne de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne. La solution miracle à notre propre développement reviendra à notre capacité à maîtriser notre système. Parfait. Merci beaucoup, M. Florent Moucha, pour ce 25 minutes passées avec nous. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Arc-en-Ciel Télévision. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous m'accordez à réfléchir avec vous, à donner des orientations et des conseils, voire même certains éclaircissements à nos téléspectateurs d'Arc-en-Ciel et à tout l'univers, de dire que quand même, quelque part, nous sommes conscients, nous devons être conscients de nos difficultés, de nos insuffisances, pour que demain, nos enfants ou la génération suivante puissent connaître un Congo plus prospère que jamais. Ça ne sera pas la première fois. Bon, c'est une énième fois que vous m'invitez et j'ai toujours répondu. C'est pourquoi je parle d'honneur que vous m'accordez. Parfait. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour cette émission économique. Merci de l'avoir suivi. À très vite.